Olivier Garcin est pédicure podologue spécialisé en analyse posturale et podologie du sport. Il s'occupe majoritairement de spécialistes d'ultra-endurance. Il est responsable du staff podologique sur le mythique UTMB et membre de sa commission médicale. Il est aussi référent podologie pour Ultra Sport Science. Olivier Garcin maîtrise aussi très bien la podologie du skieur. Il dispense également des formations sur la prise en charge du coureur pour la société de formation Forefoot Solutions. Olivier nous parle de tous les sujets qui concernent le pied pour le coureur et pour tous les sportifs d'endurance dans l'instant outdoor. Salut Olivier, comment vas-tu ? Écoute, nickel, comment ça va François ? Écoute, moi ça va super bien. Il fait beau en Bretagne, ça fait plaisir, ça y est. C'est vrai, il fait beau en Bretagne ? Eh oui, faut le savoir, ça arrive. Euh, Alors, on est aujourd'hui ensemble dans ce nouvel épisode pour parler d'un des problèmes majeurs des sportifs d'endurance, qui est la douleur et les pathologies que l'on peut avoir au niveau du genou. Alors, je le rappelle, toi, tu es podologue et spécialiste de tous les sujets qui vont traiter de blessures en venant souvent du pied, parce que souvent les pathologies qu'on va avoir au genou, aux hanches viennent souvent de la base du pied. Et est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates dans ton cabinet au quotidien, que souvent les problèmes que l'on va avoir au niveau du genou viennent d'un problème du pied, déjà? Ok, complètement. Pourquoi ? Déjà, je suis podologue, donc j'ai un gros biais cognitif à ce niveau-là, donc je vais forcément voir les problèmes de pied par rapport à un kiné qui va avoir des problèmes de bassin. Après, il y a un autre phénomène, c'est que moi, les patients que je vois, et comme beaucoup de podos, je pense, c'est des patients qui sont en échec de traitement par kiné. C'est-à-dire qu'en fait, souvent le kiné a fait un très bon boulot sur du renforcement musculaire du bassin, des fessiers, quadriceps, etc. Et il a souvent oublié un facteur important qui est le pied, parce que le pied, comme chez beaucoup de personnes, personne ne sait le traiter. Et donc, du coup, un traitement de pied, des fois, ça va stabiliser, donc, du coup, le genou. J'aime bien la phrase d'Éric Vielle qui est kiné. Non, c'est pas d'Éric Vielle, il a dit une autre phrase vite sur le TFL, mais je crois que c'est Dufour, c'est un kiné parisien. Il a dit que le genou est le valet de la hanche et du pied. Donc pour tout ce qui est pathologie musculo-squelettique et non pas traumatique, c'est souvent la hanche et le pied en cause. Mais c'est incroyable en fait qu'on entende tellement de coureurs et de sportifs d'endurance, parce que ça, pour le vélo, ça c'est vrai aussi. On a des gens qui ont des douleurs au niveau du genou, Comment ça se fait qu'on ait autant de douleurs à ce niveau-là? Forcément, c'est l'articulation la moins emboîtée du corps. Une cheville est extrêmement emboîtée, la hanche est extrêmement emboîtée, et le genou, lui, il fait des mouvements de valgum, et il subit toutes les problématiques. Faut savoir que le genou, dans le monde de la course à pied, c'est l'articulation la plus impactée. C'est celle qui va souffrir le plus, c'est elle qui aura le plus de pathologies. Le syndrome fémoro-patellaire, c'est la première pathologie du coureur à pied route, et c'est en récurrence la deuxième ou la troisième pathologie du coureur trail. Là, j'ai regardé justement en préparation du podcast, j'ai regardé un peu les dernières revues scientifiques, revues prospectives sur 5 trails de 20 à 40 km, c'est la cheville qui prend en premier, puis après c'est le genou. Alors, tandis que sur la route, c'est tout de suite le genou qui va prendre beaucoup plus. Le type de foulée est-ce que le type de foulée sera en cause ? Oui, souvent on va dire qu'une foulée talon va plus impacter genou et hanche. Donc, c'est pour ça que souvent qu'on conseille aux patients d'augmenter la cadence et de passer sur une foulée plus médio avant-pied, qui limitera la contrainte du genou. Mais la question est-ce que le patient a la ressource de passer en médio avant-pied ? Ça, c'est très important. Il y a deux possibilités.
pour passer avant-pied, soit il a la force, soit il a le système proprioceptif. En fait, j'ai remarqué plusieurs contraintes. C'est le patient n'a pas de force au niveau du pied. On a des tests qui vont mettre en évidence le manque de force du pied. Et le patient, vu que maintenant, ou le coureur, vu qu'il voit partout, sur tous les murs, qu'il faut absolument passer avant-pied, parce que c'était la mode là depuis quelques temps, du coup, il se force à l'avant-pied et du coup, il va déclencher d'autres pathologies. Donc, est-ce qu'il a la force de passer avant-pied? Est-ce qu'il a la capacité? Et ça demande souvent une transition qui est plus ou moins longue. Et est-ce qu'il a le système proprioceptif qui va lui permettre aussi d'aller avant-pied? Donc en fait, ces deux schémas, proprioception et force, vont jouer ensemble l'un contre l'autre, l'un avec l'autre, pour justement aider le patient ou pas à y aller. Mais le genou, en fait, il prend cher en course à pied. Mais attention, je reviens sur ce paramètre-là, courir est bénéfique pour le genou. Alors là, je ne comprends pas. Si on ne fait rien, le corps se structure par l'impact. Notre cher compatriote Thomas Pesquet, quand il va redescendre de sa petite bulle spatiale, il va être tout mou. Pourquoi? Parce que pendant 3 mois, il n'a pas lutté contre la force gravitationnelle. Donc du coup, il aura plus de force. Même s'il a un gros programme de renforcement musculaire dans sa capsule spatiale, mais il n'aura plus de force. Et il aura un problème aussi de déminéralisation osseuse. Parce qu'il n'y aura plus le phénomène d'impact. Donc l'impact est positif et on doit impacter, on vit grâce à la marche, grâce à la course à pied, on vit grâce à ça et on est fort grâce à ça. Courir modérément, de manière coureur 3 fois par semaine, est très bénéfique pour les genoux contre l'arthrose. C'est-à-dire que l'occurrence de l'arthrose du coureur entre guillemets récréationnel, c'est 3% à peu près. Pour le sédentaire, c'est 10%. Ah ouais. 3 fois plus quasi. Ouais. Pour le sportif de haut niveau, c'est 13%. Ah, le sportif de haut niveau, du coup, quand on passe à un niveau, ça accentue le... Exactement, parce qu'on augmente la surcharge, donc du coup, on accélère. Mais quand on court régulièrement, moi je cours 3 à 4 fois par semaine, je cours depuis 20 ans, j'ai aucun problème de genou, à part un TFL qui me chatouille quand j'ai des petits soucis, mais ça je les règle autrement. Mais du coup, quand tu cours régulièrement de manière tout à fait normale, au contraire, ça fortifie le squelette. C'est ce qu'on appelle le sport santé. Exactement. Quand on est dans cette... Il faut absolument, je prône le sport santé, c'est indispensable. Et ça, c'est dès le plus jeune âge. Hein. D'ailleurs, le capital sport santé, on l'acquiert, je pense, dans les 15 premières années de notre vie. Et le corps, en fait, il garde une trace toute sa vie. Hein. Même si on arrête le sport, le fait de reprendre le sport plus tard, le corps s'en rappelle. Mais il faut mettre un peu de temps pour relancer la machine. Hein. Généralement, quand on arrête le sport, après, une fois qu'on rentre dans la vie active et qu'on reprend le sport à 40 ans, il faut mettre un petit temps de remise en route, puis après, ça va tout seul. Il faut y aller gentiment. Ouais, on est d'accord. Alors, tu en parlais, le TFL, le fameux, le syndrome de l'essuie-glace aussi, autrement appelé. C'est vraiment une des pathologies qu'on va rencontrer, je trouve, régulièrement. Parce que ma femme en a un depuis des années. J'ai l'impression qu'elle a finalement toujours eu. Et elle n'arrive pas vraiment à s'en débarrasser complètement. Quel est le protocole parce qu'on voit plein de gens en fait essayer plein de techniques, faire du renforcement musculaire, mettre des genouillères Zamst qui marchent pour certains, mettre des semelles. Il y a plein d'options, des massages. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres ou pas? Alors, il y a plein de techniques et c'est comme pour l'épisode chaussures, c'est en fait les techniques, ça dépend aussi du patient. Souvent, on va appliquer les protocoles scientifiques et pour un TFL, je vais renforcer tel muscle et basta. Et puis, ça marche pas, bon, je sais pas quoi faire. Non, il faut réfléchir un peu. On va revenir à la phrase d'Éric Viel, j'en parlais là tout à l'heure, qui est kiné, et il dit que donc, le TFL sert à assurer la stabilité du bassin, le tout ancré sur un genou, le tout fixé par rapport à un pied qui est ancré au sol. Donc en fait, c'est toute une chaîne musculaire, le TFL. Et quand on regarde anatomiquement parlant ce TFL, il est cul et chemise avec un autre muscle qui va être le muscle jambier antérieur, le muscle celui qui relève le pied, le fameux releveur. Toi qui fais de l'ultra, tu dois savoir ce que c'est. Donc en fait, c'est tout.
Et lui, il fait l'action du gros orteil. Ce muscle-là, il va venir jouer sur le gros orteil. Donc, si en fait, tu as une insuffisance, quoi qu'il se passe au niveau du pied, du gros orteil, où il y a un problème de mobilité, où il y a un truc à ce niveau-là, déjà, tu peux faire un TFL. Alors, quelles sont mes recommandations par rapport à un TFL? La première chose, c'est déjà de 1, c'est quand on n'a pas encore vu, on a vu personne et quand on est tout seul pour la première fois face à notre TFL, c'est essayer de moduler notre foulée. Dans un premier temps, c'est essayer de varier. On a un type de foulée, généralement, et ce qui est intéressant, ça sera de moduler sa foulée. C'est-à-dire, si on a une foulée talon, essayer de passer avant-pied, et vice-versa. Généralement, c'est plus talon versus avant-pied, donc essayer de passer plus avant-pied, essayer d'augmenter un peu la cadence de pas, parce que le TFL, c'est la pathologie du coureur de trail et du randonneur en descente. Généralement, le coureur de trail me dit oh, j'ai mal au genou, ah ok, ou ça en externe, bon ok, c'est un TFL. La sensation, c'est coup de couteau dans le genou, intensité de la douleur à peu près à 8 sur 10. Et généralement, ça arrive toujours au bout de X mètres de descente et pas un de plus ou pas un de moins. C'est-à-dire que je fais 500 mètres de descente, bim, j'ai mal. Je fais 450 mètres de descente, j'ai pas mal. En gros, c'est ça. Donc, ça sera souvent lié aussi à un système de fatigue. Donc, une personne qui va être fatiguée et qui va entrer dans ce qu'on appelle un système de kinésiophobie. Donc, d'appréhension du mouvement. Je suis fatigué, mes muscles ne tiennent plus, donc du coup, je rentre dans un phénomène d'appréhension du mouvement. Et là, il se passe quoi? Eh ben, c'est clairement du renforcement musculaire qu'il faut faire. Spécifique. Donc, renforcement, là, je vous conseille d'aller voir un kiné compétent, il n'y a aucun souci. Le kiné, lui, regardera tout ce qui est son travail aussi autour du bassin, renforcement fessier, renforcement quadriceps. Et si le traitement, entre guillemets, traditionnel ne suffit pas, et ben, dans ce cas, il faudra voir après d'autres choses. Il faudra descendre au niveau du pied et pourquoi pas voir le côté podologie, donc renforcement du pied. Est-ce que le pied, lui, fait son job? Est-ce que le pied tient? Est-ce que le pied est proprioceptif? Et si ça, est-ce que le pied est fonctionnel? Et là, peut-être que dans un premier temps, on fera aussi un traitement de renforcement. Donc, les podos sont capables de proposer ça maintenant, enfin certains, pour renforcer une structure pied. Moi, je propose ça à mes patients. Et après, derrière, si ça ne marche pas, si le pied n'est pas proprioceptif, on peut manipuler aussi le pied, rendre le pied fonctionnel. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on peut passer sur un système semelle. Pourquoi? On va créer, on va dire, on va refonctionnaliser le bloc premier rayon, notamment avec la mise en tension du muscle jambe antérieur, le fameux releveur qui lui va venir jouer tout de suite sur le TFL. La stabilisation du pied, stabiliser le pied va avoir une action positive sur ce fameux TFL. C'est intéressant parce que j'avais entendu effectivement cette solution des semelles, mais j'avais pas bien compris en fait l'intérêt de mettre une semelle pour soulager le genou. Donc c'est pour jouer sur sa capacité de maintien. Ouais. Ok. D'ailleurs, dans le syndrome fémoro-patellaire, alors là je switch de région, dans le syndrome fémoro-patellaire, les semelles sont de recommandation niveau A, donc de plus haute recommandation, en cas de rotation interne de genou. C'est-à-dire si le genou part en rotation interne, les semelles sont de recommandation niveau A au même niveau que les exercices de hanche, genou et pied en fonction des déficits. Ça, c'est les dernières guidelines sur le syndrome fémoro-patellaire. Le changement de foulée, l'adaptation de la foulée est de recommandation niveau C. Donc, c'est-à-dire après encore le taping. Ah oui, d'accord. Donc, les premières recommandations pour un syndrome fémoro-patellaire, pour soigner un syndrome fémoro-patellaire, c'est renforcement, semelle, c'est les deux grands axes, pour les traitements non médicamenteux. Et après, c'est strapping ou genouillère. Et derrière, c'est changement de foulée. Alors du coup, ça veut dire que parce que les genouillères, on peut faire aussi le parallèle avec les chevillères. J'avais entendu que maintenant, quand on va se faire une entorse, on va plus forcément plâtrer, alors qu'avant, c'était la pratique qui était un peu plus commune de plâtrer immédiatement. Si on met un moyen externe pour venir compenser tout ce qui est tendineux, articulaire, donc typiquement la genouillère, la chevillère, est-ce que finalement ça va pas cacher le problème et sans le résoudre? Si, ouais, je suis pas un grand fan déjà. J'ai horreur de courir avec une genouillère, une chevillère. Insupportable. Donc je préfère ne pas courir. C'est plus simple et je vais faire autre chose. Je vais nager, je vais faire du vélo, je vais au crossfit, mais je vais sûrement pas aller courir qu'une chevillère.
J'ai eu un syndrome fémoro-patellaire suite à une crampe sur le marathon du Mont Blanc. En fait, j'ai chopé une crampe au mollet gauche ou droite et j'ai eu un syndrome fémoro-patellaire genou opposé. Du coup, un médecin m'a filé, c'était il y a 15 ans déjà. Le médecin m'a prescrit une genouillère. C'était une abomination de courir avec ça. Du coup, j'ai arrêté de courir. Ça s'est passé en 2 semaines. Plié. Donc voilà. Après, il y a d'autres phénomènes qui vont engendrer aussi ce. Donc moi, je déconseille quand même les chevillères. Après, dans un protocole de traitement, c'est pas pareil. Quand on est dans un protocole de traitement aigu, ouais, s'il faut, on la met. Mais dans ce cas, c'est de l'aigu et puis on va pas courir. Mais si c'est un truc chronique, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je pense pas que ce soit la bonne chose. Voir quelqu'un qui va faire un UTMB qui part avec une genouillère non, je comprends pas. Si mal engagé quand même. Ouais, si tu prends le départ d'une course d'ultra-endurance, pas à 100% de tes capacités physiques, je parle pas de ta forme. Forme, oui, c'est normal, on est d'accord, mais tes capacités santé, tu prends pas le départ. C'est pas. Tu vas au carton, c'est une obligation. Déjà que tu vas au carton, mais alors, tu vas encore plus. Donc, mais des pièges quand même. Ouais, tu commences aussi à te mettre des. Enfin voilà, il y a un moment, faut être crédible quoi. Quand tu prends une course, même un marathon, quand tu prends le départ d'un marathon, il faut que tous les voyants soient au vert quoi. Il y a que les élites qui sont sur le fil du rasoir, qui courent blessés, mais c'est des élites les mecs. Ils ont des sponsors, c'est limite leur job. Tu vois les élites, les Pocapel, les Wemsley, les François, les Kylian, c'est les gars, c'est leur boulot. Enfin, toi et moi, on a un boulot à côté, je pense. C'est sûr que ça se saurait hein, si courir des ultras, ça nous permettait de remplir le frigo. Non, mais on est d'accord. Donc, on a un boulot à côté. Donc, pour nous, il faut que tous nos voyants soient au vert. C'est tout. Point barre. C'est comme ça. C'est si tu veux. Donc, partir déjà courir avec une genouillère ou une chevillère, je pense pas que ce soit le bon deal. Sauf si c'est la course de ta vie, sauf si c'est. Enfin voilà, à la rigueur. Mais bon, un ultra, la course de ta vie, moi je suis d'accord. Bon. On en voit trop qui partent déjà fracassés. Hein. Nous, avant, on faisait une action caritative. On posait des bandes de taping, c'est les bandes de couleurs. Alors, souvent, c'est des criblés, mais bon, même si c'est un effet placebo, si ça fait du bien, tant mieux. On posait des bandes de taping sur les coureurs avant le départ, mais le nombre de coureurs qui partaient fracassés, mais c'est juste hallucinant. Et on le sait pertinemment que ces gens-là, ils vont encore plus détériorer la machine. C'est un vrai sujet, ça, hein, de préférer partir blessé et puis quitte à se blesser encore plus, plutôt que de se dire bon bah je reviendrai l'année prochaine. Il y a quelque chose qui n'a pas été dans la préparation, j'en ai trop fait, je l'ai mal fait. C'est ça. C'est exactement ça. On obligerait les gens à aller courir le marathon du Mont Blanc ou l'UTMB. Ce serait un scandale. Ouais, je suis pas prêt, machin, ou je suis blessé, on m'oblige à courir. Non. Faut pas. Je pense que les gens, faut être conscient d'une chose, c'est que quand on est blessé, c'est un signe du corps qui te dit que ça va pas. Donc il faut adapter ta vie en fonction de ça. S'écouter. S'écouter. Truc con, hein. Mais moi j'ai réussi à le faire il y a 2 ans. Hein. Avant, ça fait à 40 ans, j'ai réussi à le faire. Ça fait juste 2 ans que j'arrive à m'écouter. De 0 à 40 ans, je me suis jamais écouté. Donc, la crise de la quarantaine, c'est là où on vit pleinement, on se dit c'est bon, j'ai assez fait ce que les autres voulaient que je fasse, je fais ce que je veux, je m'écoute. C'est ça, hein, mais en fait, du coup, je m'écoute, j'ai écouté mon corps. En rentrant, souvent, quand je donne des formations, je rentre, je suis épuisé et je préparais un swimrun. Et le swimrun, l'objectif, il était à 1 mois et demi. Et j'étais dans le bloc volume, tu vois, où tu dois beaucoup taper dans la machine. Et je rentre de formation, ça faisait 4 jours que je n'avais pas couru. Je suis je vais courir. J'ai fait 300 mètres, je suis rentré me coucher, j'étais cuit, j'étais oxy. C'était le meilleur entraînement de ma vie. Parce que le lendemain ou le surlendemain, j'ai pu retourner courir, faire des intensités sans aucun souci. Alors que si j'étais parti courir là, je me serais peut-être blessé, j'aurais peut-être fait une cochonnerie. Quoi, tu vois. De toute façon, c'est toujours pareil, on dit vaut mieux un entraînement de moins qu'un entraînement de trop. Ouais. Mais c'est dur dans la tête. Hein. Mais c'est dur. Ouais, quand il y a un programme, quand on essaye de suivre un programme, c'est difficile de se dire après, j'aurais pas fait le job, j'avais pas fait tout ce que j'aurais dû faire. Et c'est ça qui va du coup emmener certaines douleurs
au niveau des genoux notamment. Est-ce qu'il y a Donc, d'autres facteurs et ben pour en revenir à ça, mm, j'ai parlé de la fatigue, j'ai parlé donc du manque de force, c'est-à-dire si la personne n'a pas assez de force pour descendre, donc elle peut pas retenir en fait le plus dur entre elles, c'est pas la montée. Hein. La montée, tu poses ton cerveau, tu mets les bâtons, tu avances, tu mets le temps que tu mets, mais tu avances. Le plus dur, c'est la descente. mm, Et la descente, c'est retenir en permanence le poids de son corps dans la descente contre la gravité, et c'est ce qui est le plus dur. Il faut savoir que des fois en descente, on met 9 fois, 10 fois le poids de son corps sur le pied. Donc, il faut que musculairement, tu sois béton. Donc, est-ce que tu as la ressource physique musculairement sur une descente, et est-ce que tu as la ressource sur 24 heures? Et là, tu as l'effet fatigue qui va rentrer en jeu. Et si déjà, d'entrée de jeu, on en repart sur ces fameux cas voyants verts quand tu prends un départ d'un UTMB, si déjà tu es déjà cuit et tu es fatigué intérieurement, ben en fait, très rapidement, ta jauge, elle va descendre. Donc, du coup, tu ne pourras plus encaisser la descente. Du coup, il va se passer quoi? Tu vas rigidifier. Parce que si tu ne peux plus encaisser la descente, tu n'es plus assez tonique pour courir, sautiller comme un cabri, et ben en fait, tu vas subir. En subissant, tu vas bloquer le système, rigidifier, et tu vas impacter. Et c'est là où tu vas venir avoir mal au genou. Parce que c'est vraiment au genou ou ailleurs, mais souvent c'est le genou. mm. Et ça, c'est un conseil qui est souvent donné de ne pas justement descendre des premières descentes comme un bourrin parce que finalement tout ce qui est tous les impacts et toutes les micro-lésions, la fatigue qui va être accumulée là, on va jamais la récupérer et jamais s'en remettre, et c'est sur les dernières en fait qu'on va subir vraiment le fait d'avoir trop accéléré sur les premières. C'est très bien ce que tu dis, parce que c'est le conseil que j'avais donné alors je dirais pas le nom, mais vous retrouverez le nom, au dernier vainqueur de la Diagonale des Fous. Je lui ai dit, la première descente, tu l'as fait tranquille en trottinant, Pépouze, tu vois. Bon, alors son trottinet à lui, c'est mon rapide à moi. Hein. Donc tu fais tranquille en trottinant, tu déroules, et puis surtout, tu regardes pas les autres qui vont partir comme des barrés. Parce qu'ils vont partir comme des dingues, ils vont faire des grands pas, et là, arrivé en bas, ils vont être fracassés. Donc du coup, il a dit, oh, putain, ouais, donc il l'a fait. Première descente, il a trottiné, tranquille, il a déroulé. Il a dit, putain, c'est compliqué hein, quand même, hein, parce que tu vois tout le monde qui part comme des avions. Et puis tu te dis, mais oh, c'est chaud. Puis après, je lui dis, allez, c'est bon, je t'écoute. Deuxième montée, bah, lui, il était tout frais. Donc du coup, en fait, il les a tout doucement rattrapés. Deuxième descente, il repart tranquille en trottinant en peinard. Les autres, ils repartent vite. Troisième montée, et ben, les mecs, ils étaient un peu oxy, ils étaient un peu cramés. Et lui, il était encore tout frais. Et plus le temps passait, en fait, plus lui, il était gardé un état de fraîcheur assez important, plus les autres, en fait, leur état de fraîcheur diminuait fortement. Donc en fait, il les a eu à l'usure. C'est ça, c'est la fameuse gestion de course sur les Exactement. distances longues. C'est de voir l'épreuve dans son ensemble et puis pas de se dire je vais tout vous donner quand je peux D'accord. et puis on verra bien si ça tient quoi. Quand tu vois Antoine Guillon, hein, le croque-mort, hein, il rattrape tout le monde. Le métronome. Le métronome, quand tu vois Pomeray quand il a gagné l'UTMB, il était, je crois, 70e, je sais plus où, Chapieux ou à Courmayeur, c'était monstrueux. Il a Mm. rattrapé tout le monde. Donc, Ouais, c'est fabuleux. donc voilà, donc la gestion de la course, c'est hyper important. Si tu pars trop vite en te disant, allez, je suis péchu, j'ai la niaque, j'y vais, c'est clair et net qu'après, tu t'éclates, c'est obligé. Et le genou va Mm. souvent prendre, ce sera le premier maillon à prendre, parce que c'est l'articulation la moins emboîtée. Et on sait que la fatigue va augmenter le valgum. C'est-à-dire va augmenter cette désaxation du genou, la rotation interne du genou. Donc si en plus à ça, tu mets de la charge dessus 8 fois le poids du corps, sur un genou qui n'est pas trop dans l'axe, tu peux tout doucement avoir des pathologies type syndrome fémoro-patellaire. Mm. Bah, c'est assez complexe en fait ce sujet du genou parce qu'il peut y avoir plusieurs pathologies causées par finalement les mêmes causes Ouais. et avoir des résultats différents sur le genou et du coup des traitements différents par la suite, forcément. Beaucoup de traitements. Hein. Donc après, moi, je travaille beaucoup avec les kinés, mes kinés voisins. On bosse. Généralement, je conseille aux patients de commencer par des séances de kiné. Si ça passe pas par là, si la kiné soulage, il vient même pas me voir, il vient même pas tortiller. Si la kiné ne fonctionne pas, dans ce cas, il vient me voir. On commence à regarder les faiblesses du pied, ce qui ne se passe pas correctement au niveau du pied. On va regarder aussi quelles sont les ressources du patient, s'il est fatigué, s'il est stressé, son appréhension,
par rapport à la descente, parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure du phénomène kinésiophobie, c'est un énorme axe du coureur de trail en descente qui va être causé par différents points et qui va générer des douleurs. Donc la kinésiophobie, c'est l'appréhension du mouvement qui va être créée par de la douleur. Tu as mal au genou, tu as peur de descendre, donc tu descends mal, donc tu entretiens ta douleur. T'as mal ton environnement te dit oh, fais attention à la descente, ça va t'éclater tes genoux. Combien de fois on a pu l'entendre? Donc ton environnement, ton radiologue, ton médecin va te dire attends, t'as un syndrome fémoro-patellaire, arrête de courir, tu vas te faire mal au genou. Ça, c'est un discours nocebo. Donc ça, c'est un phénomène psychosocial qui va encore altérer ta façon de courir, te disant putain, je fais du trail, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ta technique, est-ce que j'ai une bonne technique? On va dire que nous, entre guillemets, habitants de la montagne, on a peut-être une technique un peu plus affûtée que la personne de la plaine. Forcément. Et on a aussi les muscles. Donc technique, force. On a aussi les muscles qui sont plus habitués qu'une personne qu'un breton. Désolé pour les bretons. C'est logique. C'est logique. Est-ce qu'on a un système proprioceptif? C'est-à-dire, est-ce que quand on pose le pied, c'est instable? Est-ce qu'on est fatigué? C'est-à-dire, est-ce que on est fatigué, on a la ressource? Est-ce qu'on est stressé au boulot? Est-ce que on dort mal parce qu'on a un enfant qui a 3 mois? C'est vrai que quand ils ont 3 mois, on dort pas bien. Ouais. Voilà. Et le dernier point, c'est le matériel. Je le place en dernier point, le matériel, c'est la chaussure. Est-ce qu'on a confiance dans la chaussure? Est-ce que la chaussure nous maintient le pied? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle adhère ou elle accroche au sol? Donc tout ça, ça sera en fait tout un facteur qui va tourner autour de la douleur et qui va se fixer généralement quand même pas mal sur un phénomène genou, notamment en descente, et qui peut créer de l'entorse ou d'autres pathologies. Hein, on est d'accord. Hein. Là, on parlait du genou, mais ça peut tout créer. Hein. Bien sûr. Et c'est à partir de quand, du coup, avec toutes ces données-là, parce que là, ceux qui nous écoutent peuvent se dire, bon, bah, je vais essayer de faire une petite analyse moi-même de ma situation, de ma propre situation, mais à partir de quel moment, toi, tu recommanderais de ne plus attendre et puis d'aller consulter finalement un professionnel de santé qui va nous aider finalement à guérir ça? En fait, très rapidement, parce que dès que tu commences à avoir mal au genou, on va dire sur 2 ou 3 sorties, tu peux commencer à modifier un peu 2-3 choses. Donc, tu vas modifier quoi? Tes paramètres de longueur de pas, donc ta cadence, ta pose de pied, talon, avant-pied. Tu peux parler aussi d'une rétroversion ou antéversion du bassin. Tu peux essayer de jouer là-dessus. Tu peux vite fait changer de chaussure. Si tu as d'autres chaussures en stock, donc tu peux modifier ta chaussure pour stresser différemment différents tissus. Donc ça se fait très rapidement. Hein. Ça se fait en 4 jours. Hein. Une semaine. Donc si ça passe pas, directement tu appelles un professionnel de santé compétent en la matière. Je dis bien compétent en la matière parce que tu peux tomber sur des professionnels de santé à tous les niveaux qui comprennent absolument rien du tout aux sportifs et qui disent tu cours mais arrête de courir, c'est mauvais à la santé. Alors qu'en fait clairement le mec il a tout faux quoi. Donc voilà, je parle d'un vrai professionnel de santé qui s'occupe de sportifs et non pas d'une personne qui s'occupe pas du tout de sportifs, qui n'en voit pas du tout. Hein. Bien sûr. C'est souvent intéressant d'aller consulter, je trouve, des gens qui pratiquent eux-mêmes l'activité qu'on fait, alors que ça peut être, je sais pas, pour du volley, quelqu'un qui fait du volley, un kiné qui fait du volley va être plus sensibilisé à ce sujet-là souvent que quelqu'un qui n'en fait pas. Souvent, moi, j'aime bien en fait aller voir des professionnels de santé qui pratiquent. Je suis un peu d'accord avec toi. Hein. Moi, là, hier, j'ai vu un rugbyman professionnel de Pro D2. Je te cache pas que je savais pas trop par quel bout le prendre, entre guillemets. Parce que, moi, j'ai soigné, ça s'est très bien passé. Hein, mais je m'estime pas très compétent dans le rugby, y compris dans le foot. Même si j'ai des très très bons copains qui sont très compétents là-dedans et qui m'en parlent, mais j'estime pas du tout être compétent. Donc, on peut pas tout connaître sur le bout des doigts. Enfin, il y a tellement de sports différents, tellement de pratiques différentes donc, voilà, et donc de spécificités. La course à pied, tout le monde peut, surtout les courtes distances, tout le monde peut prendre en charge, mais dès que tu vas commencer à jouer dans de l'ultra-endurance, tu as trop d'autres paramètres qui rentrent en jeu. On va dire que l'ultra-endurance n'est pas un coureur de 10 ou de semi. L'ultra-endurance, il y a trop de phases qui rentrent en jeu.
tu as une phase de moins bien. Après chaque phase de moins bien, tu as une phase d'euphorie qui arrive. Il faut gérer cette phase d'euphorie parce qu'une autre phase de moins bien, encore plus dure, arrive derrière. Tu fais toutes les saisons de l'année dans une même course. Tu as toutes les étapes de ta vie qui passent. Et donc, du coup, il faut savoir, il faut avoir au moins vécu une fois ou 2-3 fois ce genre de système, encadrer des courses pour pouvoir bien parler à ce genre de professionnels. Si tu vas voir un professionnel de santé qui voit que des gars qui font du 100 mètres, il va te soigner par rapport à ce que lui, il sait faire. Donc, c'est-à-dire, les pathos du 100 mètres, je pense que c'est les ischios. Mais moi, un mec qui fait du 100 mètres, je ne sais pas le prendre en charge. Et pour moi, le 100 mètres, c'est rien. Aller chercher le pain, quoi. Aller chercher le pain, quoi. D'accord. Je vais dire, au frigo, c'est 100 mètres. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est ça, en fait. Pour, même 10 kills. 10 kills, c'est la sortie lambda, quoi. Je fais 10 kills avec mes gamins. Donc, du coup, on se retrouve sur une échelle complètement différente. Et je pense que c'est important de consulter des professionnels spécialisés dans le créneau. Du 100 mètres au 100 km, on ne court pas de la même façon. Donc, du coup, c'est important de comprendre ça. Et sur 100 Il n'y a qu'à voir le gabarit des coureurs de 100 mètres et puis des coureurs d'ultra-endurance. On est d'accord. Voilà, on a tout compris. On a tout compris. Donc, du coup, on ne court pas de la même façon. Ce n'est pas la même façon de les prendre en charge. Donc, c'est important de comprendre un peu comment ça se passe. Et cette notion fatigabilité, le curseur fatigue rentre beaucoup en jeu. Privation de sommeil. Il faut savoir que quand on ne court pas, on court pendant toute une nuit blanche, c'est comme si on courait ivre à 1,45 g. Ah, j'avais pas cette donnée, c'est intéressant. Pas mal ça, hein? Ouais, j'aime bien. Donc, surtout pour un breton, ça parle. Ouais. Donc vous avez compris, il faut vous entraîner bourré, les gars, hein, ok? C'est ça. Donc, mais oui, ça, c'est une notion en fait qui va complètement altérer notre perception du monde et de l'environnement. Et du coup, c'est à prendre en charge. Là, c'est hyper intéressant ce sujet de la prise en charge, de savoir comment, parce que personnellement, j'ai très longtemps, je me suis très longtemps dit, ça va passer. Tu sais, le fameux, c'est bon, ça va passer, j'ai mal là, mais ça va passer. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte que ça passe pas à la répétition, tu te rends compte que d'aller consulter un professionnel de santé, ça fait finalement presque partie de la programmation et de l'entraînement en lui-même, parce que quand tu arrives à une certaine charge d'entraînement, c'est un de tes meilleurs amis qui va t'aider à atteindre ton objectif. Et du coup, aller consulter le plus rapidement possible, ça fait passer la douleur le plus rapidement possible. C'est exactement ça. Hein. Donc, comme j'ai dit, tu as une douleur, tu fais 2-3 changements perso, foulée, machin, et trucs qui coûtent rien, qui n'amènent aucune intervention. Ça passe pas, tout de suite tu consultes. Il faut savoir que l'aigu, c'est jusqu'à 3 mois à peu près. 0,3 mois, c'est de l'aigu. Passer 3 mois, c'est du chronique. C'est bien de ne pas rentrer dans le chronique. Chronique, nous, en tant que podo, de 0 à 3 mois, on est sur ce qu'on appelle du core approach, où on va prendre en charge de faire de l'éducation, faire du renforcement, faire du tapping, faire des différentes manipulations. On va mobiliser le pied. Et passer 3 mois, on va mettre des semelles. Donc, et c'est les recommandations scientifiques. Donc, du coup, passer 3 mois, on met les semelles. Donc, après, quand on fait bien les semelles, c'est ultra confort. Attention, hein. Moi, j'ai des patients, on soulage des pathologies. Là, j'ai des patients qui ont des pathologies d'Achille depuis 2 ans. Je leur ai fait des semelles, ils n'ont plus aucune douleur. Ils ont fait la CCC et tout. Je leur ai dit, on retire les semelles. Ils me font, non, je les garde, c'est trop confort. Bon, après, ça, c'est ce qu'on appelle la préférence du patient dans la prise en charge EBP. Donc, on ne peut pas aller contre une envie de patient, surtout que c'est pas de la drogue non plus qu'on lui donne. Ouais, bien sûr. Et puis après, il y a un certain effet psychologique de se dire, si j'enlève mes semelles, ça va revenir. Voilà. Et finalement, est-ce que c'est pas cette croyance-là qui va faire revenir le... Exactement, il y a ça. Et puis aussi, mettre des semelles n'affaiblit pas un pied. Il faut savoir qu'un mec qui va courir 100 km, il ne va pas se faire affaiblir le pied par quelqu'un, par une paire de semelles. Rester dans le canapé affaiblit un pied. Encore une fois. Encore une fois, on en revient sur la même. C'est toujours pareil. C'est le fameux canapé. Le canapé. Moi, j'adore le canapé. Hein. Je le ponce de temps en temps. Rarement, très rarement. Je le ponce. Mais j'aime bien être dehors en train de courir.
Eh ben, écoute, Olivier, je trouve qu'on a, alors, encore une fois, hein, pas traité de toutes les pathologies qu'on peut trouver sur le genou, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Et on Je n'est pense pas que allé jusqu'au stade du chirurgien orthopédique. ouais, mais tu vas faire. Je crois que j'ai vu que tu faisais un podcast avec un des kinés, je pense, de la clinique du coureur, qui lui pourra t'en parler différemment. Moi, je te donne ma version, mon point de vue de podo. Lui te donnera le point de vue de kiné. Et après, il faut marier les deux sauces. Bah, effectivement, c'est vraiment ça la richesse de ce podcast, c'est que sur une même pathologie ou un même problème, en fonction du professionnel à qui on va parler, il va trouver une cause différente et du coup une solution différente. Et puis c'est intéressant d'aller pour le pratiquant essayer en fait toutes ces solutions-là. S'il y en a une qui fonctionne pas, on essaye une autre, et puis au bout d'un moment, on trouve la solution. Exactement. Bah écoute, merci beaucoup Olivier d'avoir apporté tous tes conseils de podologue sur ce sujet des douleurs aux genoux qui fatiguent beaucoup de coureurs et de sportifs. Ça, c'est clair. Mais pour en revenir, hein, c'est le genou, c'est la patho, c'est la zone la plus touchée sur course-route. Et c'est à peu près la deuxième poteau la plus touchée en trail. Voilà. Il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Oh oui. Et on en revient toujours à la même chose. C'est pas grave de se blesser au niveau du genou. C'est bien plus grave de rester dans son canapé et à développer des pathologies chroniques. Donc sortez, courez. Souvent on dit 50% des coureurs se blessent. Et on fait waouh, mais c'est la cata, faut pas faire de course à pied. Mais si, il faut faire du sport, il faut bouger. La blessure fait partie du mouvement. Bien sûr. Top. Eh ben écoute, si tu ne vois pas d'autre chose à rajouter. Non, on a parlé un peu de tout, tous les points que j'avais en tête. Mais comme je dis, il y aura, vu que tu fais intervenir la clinique du coureur, il y aura d'autres personnes qui vont donner d'autres points de vue. Et c'est ça, il faudra mettre en confrontation ou marier l'ensemble et avoir comme ça une vue plus holistique. Bien sûr, évidemment. Eh ben, merci beaucoup Olivier. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Ciao François. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.